Robert Louis Stevenson. Rien que le nom, et on pense tout de suite, pirate, trésor caché, cette lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais voilà, derrière le maître de l'aventure, il y a un homme. Et sa vie, était tout aussi captivante que ses propres romans. On connaît tous, bien sûr, L'île au trésor, ou l'angoissant Dr Jekyll et Mr Hyde. Mais la vraie question, c'est qui était vraiment l'homme derrière ces classiques? Sa vie, elle est peut-être encore plus folle que ses histoires. C'est ce mystère qu'on va explorer ensemble. Alors, allons-y. Plongeons dans sa vie. Une vie pleine de contrastes, vraiment aussi dramatique que son œuvre la plus connue. En fait, c'est comme s'il incarnait lui-même cette dualité fascinante, un peu comme son propre Dr Jekyll et Mr Hyde. Imaginez un peu, on est à Édimbourg, en 1850. Il naît dans une famille, mais pas n'importe laquelle, une dynastie d'ingénieurs de phares, des gens ultra respectés. Son chemin était tout tracé, construire des phares, c'est gardien de lumière sur les côtes écossaises, une vie bien rangée. Sauf que lui, dans sa tête, il rêvait d'autre chose. Il rêvait d'histoire, de monde à inventer. Ses premières années, c'est vraiment un combat permanent. D'un côté, une santé hyper fragile qui le cloue au lit, de l'autre, une imagination débordante qui lui permet de s'évader. Et c'est de ce paradoxe, de cette tension qu'est né le conteur qu'on connaît. Donc voilà, il est souvent seul, malade, mais il y a sa nourrice, Kemi. Et elle va tout changer. Elle lui remplit la tête d'histoires, des récits de la Bible, des contes de fantômes, des légendes écossaises sur les covenantaires persécutés. Sans le savoir, elle était en train de poser les fondations de tout son univers littéraire. Et cette citation, elle dit tout. On sent bien comment cet environnement un peu sombre, un peu rude, a forgé son imagination. Toutes ces histoires racontées par Kyomi, c'est devenu la matière brute de ses aventures, de ses personnages torturés par des dilemmes moraux. Et puis, il grandit. Et là, c'est le grand virage. Le jeune Stevenson dit non. Non à la vie respectable qu'on a prévue pour lui. Il plaque tout, l'ingénierie, le droit, pour choisir l'art, la vie de bohème, l'aventure. À l'université, c'est le choc pour sa famille. Il laisse tomber la tradition familiale, il adopte un look de bohème. Et pour couronner le tout, il tomberait dingue amoureux. Pas de n'importe qui, d'une américaine, mariée et qui a 10 ans de plus que lui. C'est une rupture totale avec son monde, une quête de liberté face à la pression familiale. Alors en 1879, il prend une décision complètement folle. Il va rejoindre Fanny en Amérique. Et attention, on ne parle pas d'une croisière de luxe. C'est un voyage en 3e classe, une traversée du pays dans des conditions terribles, une vraie épreuve qui a failli le tuer. L'aventure, la vraie, il la vit dans sa chair avant même de l'écrire. Finalement, Fanny obtient son divorce et ils peuvent se marier. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie. Pas seulement une histoire d'amour, mais un vrai partenariat qui va marquer tout le reste de son parcours. Et c'est à ce moment-là que tout prend sens. Toutes ces galères, ces voyages, sa rébellion, tout ça va devenir de l'or entre ses mains. Sa propre vie, c'est la mine dans laquelle il va puiser pour écrire ses chefs-d'œuvre. Et pour Île au trésor, l'histoire est incroyable. Ça part d'un truc tout simple. Un jour, pour amuser son beau-fils de 12 ans, Lloyd, il dessine une carte au trésor, juste comme ça pour jouer. Et de ce simple dessin, de ce jeu, va naître l'un des plus grands mythes de la littérature d'aventure. Quand on y pense, les liens entre sa vie et ses livres sont évidents. L'île au trésor, c'est son propre besoin d'évasion, sa quête d'un autre monde. Jekyll et Hyde, c'est bien plus qu'une histoire d'horreur, c'est sa propre bataille contre la société victorienne si rigide. En fait, chaque livre est un morceau de sa vie. Et on arrive au dernier chapitre de sa vie, et c'est peut-être le plus surprenant. Après avoir passé son temps à voyager, à fuir, cet éternel nomade va enfin poser ses valises. Mais pas n'importe où, à l'autre bout de la planète. Là-bas, le peuple samoa va lui donner un nom magnifique qui le résume parfaitement, Tusitala. Ça veut dire le conteur d'histoire. C'était ça son identité profonde, c'est ce qu'il était avant tout. Parce qu'au Samoa, il n'est pas juste un écrivain qui cherche le soleil pour sa santé. Non, il s'investit à fond. Il apprend la culture, il devient une figure locale respectée, un chef. Il va même se battre pour défendre les droits des Samoa contre les puissances coloniales. Ce combat donne un tout nouveau sens à sa vie. Son domaine, Valima, faisait 1,6 km². C'est immense. Mais c'était bien plus qu'une simple propriété. C'était son royaume, son refuge. C'était, en quelque sorte, son île au trésor à lui, la vraie, celle qu'il avait cherchée toute sa vie. Et puis, tout s'arrête, brutalement. Le 3 décembre 1894, il s'effondre. Une attaque cérébrale, probablement. Il n'avait que 44 ans. Le conteur s'étue, mais il laissait derrière lui une œuvre gigantesque et la légende d'une vie qui fut sa plus grande aventure. Ces 2 vers, c'est lui qui les a écrits. Ils sont gravés sur sa tombe, là-haut, au sommet du mont Vaea.
C'est l'épilogue parfait pour cet aventurier qui a enfin trouvé la paix dans l'endroit qu'il avait choisi comme sa dernière demeure. Alors la prochaine fois qu'on ouvre un de ces livres, il faudra peut-être se souvenir de ça. L'homme derrière les mots a vécu une histoire encore plus grande que toutes celles qu'il a inventées.